en fait, j'ai tout fait pour réaliser mes rêves et et c'est pour ça que j'ai dit que je changerai jamais aucune seconde de ma vie. C'est que j'ai vécu des trucs de fou quand j'étais au foyer, des injustices, tout ce que vous voulez. Ma mère, elle a tué mon petit frère. Ma sœur, elle a fait plusieurs tentatives de suicide. Ma mère, elle est morte dans des conditions, voilà. Et, et, et en fait, quand vous arrivez à un tel niveau de bassesse de la vie, de trucs, etc., vous avez l'impression que plus rien peut vous arriver. Si vous n'avez pas un cancer fulgurant ou une tumeur, en fait, dormir dehors ou dans un train, ou rien à foutre, plus aucune limite. Puis après, quand il a fallu rentrer dans des cuisines avec les chefs, il a fallu que je m'éduque parce que c'était l'armée et qu'à l'époque, quand je travaillais à Monaco, mon rêve, c'était de travailler chez Joël Robuchon. Pourquoi? Parce que quand j'étais chez ma tati aussi, c'est elle qui a fait toute ma vie, hein. Ma tati, c'est que le midi, quand on rentrait de l'école, elle nous faisait les petites salades, des trucs et tout ça. Et entre midi et 12h30, il y avait toujours Robuchon à la maison. Bon appétit, bien sûr. Bien sûr, avec Éric Bouchenoir. C'est un truc de fou. J'étais encore avec Éric hier chez Robuchon à Étoile. Enfin, c'est n'importe quoi. Et j'ai dormi dehors à Nice, parce qu'à Monaco, flic en 2 minutes, pour travailler chez Robuchon. Et Robuchon de l'époque, bon, c'était pas 2025 et le management avec aujourd'hui. On se faisait jeter des casseroles sur la tête et on se faisait insulter à tous les services. Mais on a beaucoup appris et ça m'a appris la rigueur, la recherche de l'excellence, etc. Et après Robuchon, j'ai pris ma première place de chef pâtissier avec Thierry Marx à Pauillac, au restaurant Corday en Bage, quand Thierry Marx partait au Mandarin. Et j'étais le plus jeune chef pâtissier de France à 19 ans. Et là, je me suis, parce que j'avais besoin de plus penser. En fait, je voulais vraiment être occupé tout le temps. Et je me suis mis dans les concours. Donc, j'ai fait la Coupe de France de chocolaterie, t'es 3e à seulement 19 ans. J'ai fait le trophée Pascal Café. Je me suis inscrit au Charles Proust. J'ai fait tous les concours possibles et imaginables que j'ai pas gagnés dans leur globalité, mais où j'ai beaucoup appris techniquement et dans le travail et la remise en question. Et après, j'ai fait la Coupe du Monde de pâtisserie glace. Je me suis sélectionné au Salon du Chocolat parmi peut-être une 50aine de personnes qui avaient tous 30, 40, 50 ans, mais moi j'en avais 21. Il y avait des mecs qui en avaient 40. Et j'ai gagné à 21 ans pour représenter la France à la Coupe du Monde. Et on a gagné la Coupe du Monde, donc j'ai gagné à seulement 22 ans cette fameuse Coupe du Monde. Et c'est là où la vraie difficulté, elle a commencé pour moi en réalité, parce que tout le reste, c'était facile à côté de ce que j'ai vécu après la Coupe du Monde. C'est ça qui est fou. Je me suis battu pour faire ce concours en me disant ça va me faire tourner la page avec ma vie d'avant. Et puis, si je suis champion du monde, je vais choisir partout. Je manquerai jamais de travail, que je manquerai jamais d'argent et je dormirai plus jamais dans la rue. Et sauf que comme dans Spider-Man, ce qu'il dit là, le papy à son fils, donc Spider-Man, il lui dit un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et moi, je fais les sélections à la Coupe du Monde à 21 ans, je suis champion du monde à 22 ans. Techniquement, j'ai réussi à faire ce concours qui est 3 fois trop gros pour moi, mais humainement et managérialement et même émotionnellement, je suis pas du tout prêt à être chef pâtissier dans un gros établissement et il me manque encore énormément de technique, etc. Donc j'ai l'obtention d'un titre et en même temps, il faut que je continue de me mettre à niveau pour être à la hauteur de ce titre. Et c'est très dur parce que je m'aperçois qu'on n'est jamais vraiment arrivé en fait. Et dans un métier où quand même, bon, tout est difficile, les chefs, ils sont quand même, il y a un niveau de compétition, on nous voit tous au CIRA, bras dessus, bras dessous, des photos Instagram avec my friend et ainsi de suite. Et en réalité, bon, il n'y a pas grand monde qui s'aime pour de vrai maintenant. Et du coup, c'est difficile de faire avec ça au début parce que. Et puis on se parle d'une époque où la pâtisserie n'est pas ce qu'elle est non plus. Exactement. Et où exister à cette époque-là à côté d'un chef cuisinier, c'est même pas d'actualité. En tout cas, dans les palaces, dans les restaurants, on parle pas à ce moment-là des chefs pâtissiers. Michalak a beaucoup démocratisé ça. Oui, mais il est resté longtemps un peu le seul à être considéré comme ça. Exactement. Et au-delà de ça, quand vous avez 22 ans et que vous êtes champion du monde,
on vous invite pas dans les salons, vous êtes pas jury aux autres Coupes du Monde, alors que les autres de mon équipe, ils ont tous été jurys parce qu'ils avaient 35 ou 40 ans. Et donc, encore des injustices, des trucs où je me dis, mais pourquoi pas moi? Mais en fait, c'est normal parce que les organisations des Coupes du Monde, ils pouvaient pas m'inviter moi parce que j'étais trop jeune et il fallait que je prouve toujours en étant champion du monde. Et j'ai fait la rencontre déterminante qui fait ce que je fais aujourd'hui à la tête de mon jeune groupe. Bernard Blacher, PDG des boulangeries Marie Blacher. C'est un monsieur qui fait pas loin d'1 milliard de chiffre d'affaires en valorisation, etc. Et lui, c'est un Ardéchois qui est très 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 simple. Il s'est enrichi avec les fruits et légumes. Il était longtemps un des fournisseurs des magasins Dia, Carrefour en France, donc il s'est enrichi avec ça. Petite fortune, mais il s'est enrichi et après il a monté le groupe Marie Blacher, donc il a monté 580 boulangeries en l'espace de 12 ans, une expansion plus grosse que le McDonald's. Tout en propre, 0 franchise, fonds d'investissement de 32 millions par an sur l'investissement à l'année. Ça, c'est très fort de le préciser parce que ouvrir avec des investisseurs, c'est facile. Licence de marque, c'est facile, mais lui, bon, il a fait les choses à la force de ses bras. Et ce monsieur, je le rencontre au 83 Vernet à Avignon, où je faisais des extras au bar pour arrondir mes fins de mois et tout. Et en fait, il m'aide donc à préparer la Coupe du Monde un peu comme un mécène. Voilà, il me met dans un laboratoire, il m'achète un peu de matériel et tout ça. Et Bernard Blacher, quand je gagne la Coupe du Monde, c'est la première personne que j'appelle. Et je suis conscient que j'ai des offres à droite à gauche, mais que je suis pas prêt. Et lui, il me donne rendez-vous au restaurant avec un magret de canard et une polenta crémeuse, je me rappellerai toujours. Enfin, très attention aux détails, moi, dans ma vie, mais... Et il me dit, tu sais, Kiki, il me parlait comme ça. Là, c'est bien. On va te proposer des postes, etc. Mais le plus difficile, c'est pas d'arriver premier. C'est de durer. C'est de rester premier. Comment tu vas faire pour ça? Hein, Kiki? Il me disait comme ça. Et, je disais un parcours classique. Je lui disais, je sais pas, à Paris, je vais essayer d'être chef pâtissier dans un palace, ces trucs. Et lui, c'est un entrepreneur. Et en plus, qui est dur, qui est ardéchois et qui a vendu des fruits et légumes dans des marchés, des trucs, il est commencé de zéro. Il me dit, mais tu vas aller vraiment faire des desserts à la pince à épiler dans les palaces, mais tu vas être salarié, mais tu vas pas gagner ta vie et tu peux mieux faire que ça. Et faut que tu fasses de l'entrepreneuriat et tout ça. Je dis, mais c'est quoi l'entrepreneuriat? Je savais même pas ce que c'était qu'une société. Je savais rien. Moi-même, une carte vitale, j'étais pas capable de la faire. J'étais tout juste en train d'apprendre à laver mon linge moi-même. Et parce qu'au foyer, on les mettait à la lingerie et on avait des lingères qui nettoyaient notre linge. Et en fait, il me dit, bon, moi, j'ai un plan. C'était un plan d'entrepreneur, ce qui n'est pas complètement bête non plus, monsieur, sinon il n'aurait pas fait tout ça. Il me dit, mon rêve, là, j'ai 400 magasins, machin, à l'époque, il y en avait 400. Je faisais déjà 500, 600 millions de chiffre d'affaires. Pas mal. Il me dit, mon rêve, moi, c'était de faire des glaces. Parce que mon père, il aimait les glaces et moi, j'adore les glaces. J'en mange 1 litre à la maison et tout. Est-ce que ça te dit qu'on fasse un glacier ensemble? Je dis, ouais, super et tout. En plus, moi, j'étais bon dans la glace et tout ça. Très bien. Il envoie 500 000. On fait un laboratoire extraordinaire en 1 an. On va ensemble, avec un mec qui pèse 500 millions. Je suis un clochard, mais on va ensemble en Italie, à truc. C'est un curieux goûter les meilleures glaces, la pistache, se renseigner des trucs et tout et tout. Et là, on monte une boutique. Mais comme il voit tout versus énorme, en 1 an, il en fait 12, quoi. Donc, je me retrouve avec un laboratoire à produire 40 000 litres de glace et machin et tout ça, tout le cirque.
Et combien de personnes dans ce laboratoire? On était une vingtaine. Et c'est vous qui gériez ce petit... exactement. Donc vous vous retrouvez à gérer une équipe et à avoir quelque part la responsabilité de la vision du produit, de ce qu'on peut en attendre. Exactement. Et au-delà de ça, avec lui, j'ai appris toute la gestion, monter une entreprise parce que j'ai été associé avec lui pour ce truc-là. Même c'était pas un très bon deal à l'époque, c'est normal, mais ce qui m'a mis le pied à l'étrier, mais j'étais associé. Et c'est tout bête, mais il m'a sauvé avec une phrase dans mon métier. Et quand je dis il m'a sauvé, vous allez comprendre pourquoi. Un jour, parce qu'il était tout content de me dire ouais, je travaille avec un champion du monde, machin, truc et tout. Un jour, il me commande un gâteau pour sa femme. Et il me dit fais-moi un très beau gâteau et tout. Je lui fais un gâteau en bande et je lui mets des fleurs dessus, des pousses, des machins, des bidules et tout. Et il me dit il est beau ton gâteau, Kiki. Mais ça coûte combien tes fleurs là? Je dis je sais pas, je vais regarder et tout. Je le rappelle le lendemain, je dis la fleur elle est à 40 centimes. Il me dit t'en as mis combien là sur ton truc? Je regarde la photo, je dis j'en ai mis 12 sur le gâteau, j'en ai mis 12. T'as remarqué qu'ils ont tous mis sur le côté de l'assiette tes fleurs là? Il m'a dit. Tiens ouais, ils ont pas mangé mais c'est dommage, c'est comestible. Il me dit voilà, t'as mis 3,50 € de fleurs dans un gâteau. Dans ton crémeux là, t'as fait, c'est quoi ta recette? J'ai mis du confit de citron, un zeste de pamplemousse, du main de Bouddha, du machin, j'avais tout mis, qui montait le prix de revient matière première de la crème, et qui au final, les gens normaux, même les plus riches, ils comprennent pas qu'il y ait 75 zestes dans une crème. Ouais. Ça me complique la vie à moi, ça monte le chiffre cost, ça baisse les marges. Et en fait, il m'a donné des leçons par rapport à ça. Et il m'a appris, ce monsieur, non pas à faire des gâteaux, mais à compter, à optimiser, à valoriser une entreprise par la manière dont on produit. Et surtout, au début, j'ai été très critiqué pour ça, parce que ceux qui me connaissent dans le travail, dans le business, ils savent que moi, je suis chef pâtissier, mais je fais attention aux chiffres avant tout. Et quand je me lance dans une affaire, je veux qu'il y ait un retour non seulement sur énergie, mais aussi sur une valorisation de potentiel chiffre d'affaires. Et en fait, c'est tout Bernard Blacher qui m'a appris ça, parce que un jour il m'a dit c'est pas une histoire de gagner sa vie à tout prix, c'est que quand t'es patron, et il me l'a dit au glace ça, t'es responsable, mais t'es pas responsable juste de ta boutique et de ton salaire, t'es responsable des employés que t'embauches. Si tu fais le con là à mettre 56 fleurs sur chaque gâteau que tu vas pas vendre, et que si tu les vends pas le soir, t'es obligé de les foutre à la poubelle, c'est de l'argent que tu pourras pas donner à tes salariés. Et ça, tout un tas de conneries mis bout à bout en fin d'année, tu vas faire comme plein de tes confrères pâtissiers, tu vas couler ou tu vas être obligé d'avoir un investisseur. Enfin, il me parlait comme ça à l'époque. Et il m'a appris beaucoup sur l'entrepreneuriat, etc. Et en fait, donc on monte 12 boutiques de glace. Ça fait, 3-4 millions de chiffres d'affaires. Pour de la glace, c'est pas mal. Et derrière, mon rêve, c'était de monter une pâtisserie à la hauteur du titre que j'avais eu, et ainsi de suite et tout. Il investit presque 1,5 million dans la pâtisserie Vernet à Avignon, au 84 rue Vernet. On fait un truc de malade avec donc une pâtisserie de 600 mètres, 500 mètres carrés, avec un labo apparent. Mais je suis à Avignon. Et moi, je viens de tellement loin que si vous me donnez l'ongle, je veux le bras, et que je suis jamais satisfait de ce que j'ai, parce que je veux tout, j'ai toujours tout voulu. Et au-delà de ça, j'ai toujours dit souvent que j'étais condamné à faire de grandes choses. Et quand je parle de condamnation, ça prend tout son sens quand on me connaît un peu plus, c'est que j'ai jamais travaillé ni pour l'argent, c'est bizarre, ni pour le projet en lui-même. J'ai toujours travaillé parce que j'avais tellement un mal-être dans ma vie qu'il y avait que le travail qui me permettait de pas penser. Ouais. C'était ma psychologie. On sent que c'est la bulle. Ouais, voilà. Bien sûr. C'était ma psychologie à moi. Et dès que je m'enfermais dans un truc un peu trop facile, ou que j'avais tout simplement clôturé, il fallait que je passe à autre chose. Et donc on monte la pâtisserie Vernet, ça fonctionne plutôt bien. On fait 1,8 million la première année pour une pâtisserie pas mal. Et lui, et je l'aime beaucoup, on s'est vu là en décembre et tout ça, je reste son plus grand fan, c'est mon plus grand mentor. Il veut faire
du business et de l'argent à tout prix, mais dans le mass market, pas le luxe. Et en fait, quand on ouvre la pâtisserie Vernet, donc il m'apprend les rudiments d'une entreprise, mais il veut faire 2 gâteaux achetés, le 3e offert, et les gâteaux qu'on passe 30 000 ans à faire, il veut les vendre 2,80. Enfin, il veut faire une boulangerie-pâtisserie qui machin, et puis il commence à me dire... Il veut que ça débite, il veut du volume. Voilà. À Lyon, à Bordeaux, à Lille, à machin, il commence à me ramener à Lyon un truc, à me faire visiter des locales de 1000 mètres carrés. Il voulait faire des McDo de la pâtisserie. Ouais. Je me retrouvais pas là-dedans. Et puis surtout, j'étais jeune, j'avais de l'ego, je voulais faire des belles choses, voilà. Et donc, j'avais un siège confortable. À l'époque, j'étais associé dans la boîte à hauteur de 25-30%. J'ai gagné 5-6 000 par mois. J'avais 23 ans. Donc, c'était pas mal. Alors, c'était pas mal, mais on peut pas le dire comme ça. Il y a quand même une charnière qu'on n'a pas évoquée. On est passé du moment où, effectivement, c'est votre bulle, c'est votre refuge, le travail vous aide à affronter une condition hors norme de difficulté. Vous faites ça, malgré tout, dans des conditions de vie extrêmement difficiles. Vous dormez dehors, vous allez travailler la journée, c'est n'importe quoi. Là, en quelques années, vous êtes champion du monde, vous êtes associé, vous gagnez un salaire que 80% des Français, encore aujourd'hui, ne gagnent pas, et vous êtes associé. Comment vous l'avez... Il pèse 500 millions. Ouais, enfin... C'est la plus grosse fortune de France, en fait. Pour l'instant, le champion dans l'histoire, c'est pas lui. Parce que lui, il a besoin de vous, en l'occurrence. Et c'est vous le champion du monde. Et en l'occurrence, l'histoire va le prouver aussi. Mais bon, on va y venir. Comment ça s'opère, la charnière? À un moment, vous allez trouver un lit. À un moment, vous allez avoir un loyer. À un moment, vous allez avoir un appart. Comment vous allez vivre ce changement? En tout cas, ce retour à une forme d'indépendance, ce retour, enfin, je sais pas, parce que vous l'avez... la connaissance de l'indépendance. En fait... c'est un truc quand même. Il a été aussi champion à sa manière. Il m'a beaucoup aidé parce que, par exemple, j'ai atterri à Avignon parce que j'étais avec une copine, je vivais chez elle, sans payer le loyer, la pauvre, pas d'argent. Et quand je le rencontre, en gros, je me séparais avec ma copine. Et Bernard Blacher, il m'a mis dans un de ses appartements. Il avait beaucoup de foncier dans Avignon, et donc il m'a mis dans son appartement. C'était un avantage en nature dans le deal, dans le package, dans le deal. Et donc j'ai tout appris sur le tas, sur le coup à voilà, mais j'étais passionné de ce que je faisais, mais en même temps, sincèrement, quand on a vécu la manière dont j'ai vécu, alors on peut s'embourgeoiser, on peut profiter des belles choses et aimer les belles choses, je les aime d'ailleurs, et je m'en nourris, c'est ma source inspirationnelle de toute l'année pour mes créations, mais on peut tout perdre du jour au lendemain sur une fraction de seconde. C'est pas que ça m'est égal, hein. Je souffre comme tout le monde, j'ai un cœur, mais je m'en fous en fait. J'ai pas peur de grand chose là-dedans. Donc en fin de compte, j'avais cette qualité de vie et j'ai décidé avec Bernard Blacher de tout arrêter parce que justement le chemin qu'on empruntait avec les pâtisseries, enfin avec la pâtisserie Vernet et les glaces, c'était un truc qui me valorisait pas assez. Moi, tout ce que j'ai fait dans ma vie, je l'ai fait en constante quête de reconnaissance. Et là, c'était pas assez valorisant. Il y avait un problème parce que j'avais gagné la Coupe du monde. Et à l'époque, moi, je voyais les champions du monde, Pascal Café, machin truc et tout ça. C'était des gens, c'était quelqu'un. Et moi, champion du monde, je travaillais avec un semi-industriel de la boulangerie. J'avais monté une pâtisserie qui était belle, mais bon, on faisait 2 + 3 gratuits, machin, truc bidule et tout. Et je faisais des glaces à 1 € et à 2 € et c'est bien, je gagnais ma vie, c'était cool, c'était un bon siège confortable, mais c'était pas il y avait champion du monde et à côté de ça, je faisais pas le tour du monde, quoi. J'étais personne. Et j'avais besoin d'aller à Paris, de trucs et tout. Et tout le monde autour de moi, et j'ai des témoins, hein, j'ai des amis qui sont encore là à Paris et tout ça, c'est incroyable ce que je vais raconter là. Mais tous les gens autour de moi m'ont dit, mais attends, tu peux pas quitter Bernard Blacher. T'es complètement fou. 500 millions d'euros, tu sais ce que c'est. Le mec, il t'aime comme son fils et il t'a fait ça. Mais attends, il a mis 500 000 dans un laboratoire. Il a mis 1,8 million dans la pâtisserie. Mais t'es fou, avec un mec comme ça, si tu le suis. Tu peux écrire toute ta vie. Dans 10 ans. T'es tranquille. Tu vas avoir 50 pâtisseries en France et tout ça. C'est l'être humain lambda qui me disait ça. Ils avaient tous raison. Sauf que ça me plaisait pas. Donc, j'ai tout arrêté. J'ai démissionné, donc pas de chômage. Je savais même pas à l'époque, moi, que quand on démissionnait, on n'avait pas de chômage. Et j'avais une chérie de l'époque
s'appelait Caroline, qui m'a prêté 3 000 € de son livret A pour me payer des billets de train de Troyes à Paris. C'était plus possible de frauder parce que le contrôleur à l'entrée des gares. C'était un peu plus tard dans ma vie. Et un jour, je tape sur Internet, et ça c'est la réalité. Hein. Je suis sur la pâtisserie Vernet. J'ai un MacBook Pro avec un petit jeune qui s'appelle Ayoub. Je tape sur Internet, homme le plus riche du monde, de France, pardon. Qui on m'affiche? Bernard Arnault, LVMH.